La République démocratique du Congo, alors Zaïre, s'est engagée dès 1982 dans le processus de la décentralisation financière, emboîtant ainsi les pas à un grand nombre de pays d'ici qui avaient décidé de mettre fin à la logique de l'État-providence et les procédures autoritaires, toujours venant des capitales, dans le but de permettre aux provinces et aux cités de s'autosuffire financièrement et ainsi booster le développement à la base. Cette réforme a été appuyée avec notre constitution de 2006. Seulement, il y a toujours un écart béant, un écart évident entre les textes et la réalité sur le terrain, les théories et la pratique. Pourquoi ça bloque? Pourquoi les provinces, surtout après les découpages, n'arrivent pas toujours à décoller sur le plan financier? Professeur Bobo Kayembe, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Vous êtes professeur du droit, économie, j'ai bien prononcé, je n'oublie pas. Alors, avant de parler de notre thématique, aujourd'hui, la RDC a atteint, selon les révélations du dernier Conseil des ministres, a atteint 3,3 milliards de dollars comme réserve d'échange. Très bonne nouvelle selon vous? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que finalement les réserves d'échange permettent à l'économie nationale de fonctionner, permettent notamment de commander des biens et des services ou bien des équipements de production à l'extérieur, parce que nous ne sommes pas un pays qui produit localement, c'est un pays qui importe tout. Et pour les importer, il faut avoir des devises. Et ce sont ces réserves d'échange qui servent à faire ces importations-là, à souscrire les licences d'importation. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'augmenter le nombre de mois d'importation que nous pouvons, que le pays... donc le pays peut avoir un peu une flexibilité, une assurance en ce qui concerne l'importation des biens et des services et des équipements de production ou bien des intrants de production. La population s'interroge sur l'impact. Pourquoi on ne sent pas ça? Il faut attendre combien de temps? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Bon, la population, je crois qu'elle a raison de s'interroger parce que ces réserves d'échange ont entraîné la stabilité, une certaine stabilité des prix. Encore que beaucoup de gens se plaignent du niveau élevé des prix. Mais la population s'interroge parce qu'elle doit voir les prix effectivement baisser. Elle doit voir les emplois créés. Donc je crois que l'objectif qu'on doit poursuivre n'est pas de dire qu'il y a la stabilité. L'objectif est de pouvoir opérer la relance économique. La relance économique, la relance de la production et la relance donc, au niveau de prix, la stabilité ou la baisse sensible des prix. C'est ça qui permettrait à la population de pouvoir être à l'aise. Mais je crois qu'on n'est pas encore vraiment engagé là-dessus. Tout à fait, on pourra en parler certainement. Alors, professeur, vers début des années 80, les États du monde ont décidé d'entamer ces processus de centralisation financière. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans tous ces pays pour finalement qu'on abandonne l'État-providence, les procédures autoritaires à partir de la capitale? Bon, qu'est-ce qui ne marchait pas pour un pays comme le Congo? C'est que le pays était très vaste, ne pouvait pas être dirigé à partir de Kinshasa. Donc, Kinshasa n'arrivait pas à être présent à travers le pays par cette politique d'État-providence, mais qui n'est pas terminée. Donc on est toujours dans l'État-providence. Quand bien même l'État cède certaines activités à des entités territoriales décentralisées, mais c'est toujours l'État-providence. Et le problème, on a dit, bon, Kinshasa ne peut pas, on ne peut pas assurer le rapprochement de l'administration
de la population. Il faut créer d'autres entités maintenant qui sont proches de la population, qui vont s'occuper des préoccupations courantes de celles-ci. Donc c'était une mission, une vision tout à fait noble qui consiste à ce que l'État soit présent partout. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on prend la situation dans l'Est, dans le nord Kivu, sud Kivu, on se rend compte qu'il y a même des gens qui viennent de l'étranger, comme on l'a dit la fois passée, qui viennent, qui s'installent, qui commencent à opérer sans être connus de l'État. Donc le fait de créer des entités n'a pas réglé le problème du rapprochement de l'administration des administrés. Il y a toujours un couac qui est là. Donc Kinshasa, à ces jours, ne prend pas du tout en compte les considérations sur terrain des autorités locales, si j'ai bien compris. Bon, on ne peut pas dire ça, que Kinshasa ne prend. En fait, dans un système de décentralisation, il y a sur le plan budgétaire tout au moins, il y a des choses qui sont faites par Kinshasa sur l'ensemble du territoire national. Il y a des projets qui sont réalisés sur l'ensemble du territoire national. Même là où il y a des entités territoriales décentralisées, il y a des projets également qui sont conçus et réalisés à partir des entités territoriales, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc les choses se font à deux niveaux, se chevauchent à deux niveaux, un niveau des entités et un niveau des provinces. Je crois que, au niveau du pouvoir central, je crois que le pouvoir central cherche autant que faire se peut à assumer ses responsabilités, mais il faut reconnaître, comme on l'a dit, qu'on ne va jamais cesser de le dire, que les moyens du pouvoir central sont très limités et les moyens des entités territoriales décentralisées sont encore très limités, sinon inexistants. Certaines provinces, comme les Grands Katanga par exemple, disent que voilà, c'est dans la Constitution, n'est-ce pas, la retenue à la source des 40%. Qu'est-ce qui empêche Kinshasa de libérer finalement cette affaire? Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi on est incapable de dire, bon, désormais, prenez les 40% pour voir, ne fût-ce que si ça peut marcher? Bon, le Grand Katanga et d'autres provinces, vous savez, on a dit 40%. Les provinces doivent fonctionner avec 40% des ressources publiques générées sur leur territoire. Mais je crois que c'était une décision prise à l'Assemblée nationale, à mon avis, de manière un peu démagogique. Et pourquoi démagogique? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'était démagogique parce que ce n'était pas réalisable. Parce que ce n'était pas basé sur une étude. Parce que quand vous prenez 40% des ressources du pouvoir central, qui doivent être retenues à la source par les provinces, et puis vous prenez 10% des mêmes ressources du pouvoir central qui doivent aller au fonds de péréquation, donc vous prenez 50%. Et quand vous prenez 50%, il reste au pouvoir central 50%, et le pouvoir central qui s'occupe notamment de la dette publique, de la gratuité de l'enseignement, du financement, la paie des fonctionnaires, qui s'occupe de grosses dépenses là, ne peut pas vraiment se retrouver avec les 50%. Ce n'est pas possible. Donc les choses n'étaient pas bien conçues. Vous savez, quand on a embarqué à l'Assemblée, il y a une chaleur là qui monte, et je crois qu'ils avaient raison aussi, parce que nous tous, nous venons des provinces, et nous sommes préoccupés par le fait que les provinces doivent avoir les moyens. Mais finalement, 40%. Vous savez que pour le moment, il n'y a que 3 ou 4 provinces qui vont se retrouver avec ces 40%. C'est Kinshasa, c'est Katanga, ancien Katanga ou actuel Katanga, c'est Bas-Congo et peut-être un peu le Nord Kivu. Donc cette logique peut même sacrifier certaines provinces. Cette logique-là de 40%
et surtout la logique du fonds de péréquation, parce que le fonds de péréquation est établi dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est un fonds qu'on va prélever auprès des entités riches. Donc, on irait prélever ce fonds auprès de Kinshasa, Katanga, etc., pour distribuer aux autres provinces. On ne peut pas dire que ce fonds est prélevé dans le budget de l'État. À ce moment-là, on complique encore les bidons. On complique la chose en ce qui concerne l'État. C'est pourquoi l'État, en fait, le pouvoir central, s'est refusé d'appliquer tout ce qui est prévu dans la Constitution au titre des ressources des entités territoriales décentralisées et des provinces. Donc le pouvoir central a commencé à prévoir des allocations, à envoyer des allocations à ces entités-là, mais au fur ou bien au regard de ces difficultés, il envoie quand il le peut. Hein. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit que les gens ne sont pas payés pendant 12 mois, donc il envoie quand il le veut. Donc il y a des allocations qui sont prévues dans le budget au profit des provinces et des entités territoriales décentralisées. Selon votre étudiant qui nous envoie ces beaux textes, une phrase dit « L'importance des finances publiques dans l'équation du développement local n'est pas à démontrer. Elles sont le plus souvent considérées comme l'épine dorsale, la colonne vertébrale, les nerfs, les poumons, les thermomètres, la toile de fond, voilà, la pierre angulaire, au mieux l'âme de la décentralisation. » C'est pour vous dire à quel point c'est important ces finances au niveau des provinces. Nous en avons aujourd'hui 26, je crois, 26 provinces. Est-ce que ça doit continuer comme ça, sans moyens? Parce qu'il y a des provinces où même l'autorité provinciale n'a pas là où poser sa tête. Bon, d'un côté, on se rend compte que il y a eu quelques résultats. Dans certaines, si on prend elles ne sont pas Katanga, nombreuses. au Katanga, si on prend Lualaba, on prend Nord Kivu, il y a eu quand même un dynamisme qui est né avec cette idée de décentralisation. Et de l'autre, la majeure partie de ces provinces, peut-être une vingtaine, sont en train de poireauter, n'ont pas de ressources. Mais ça découle déjà de la politique qui était appliquée en Deuxième République, la politique des pôles de développement. Le développement en Deuxième République, l'État concentrait des moyens sur des pôles à partir desquels les effets d'entraînement devaient aller dans d'autres provinces. Donc c'était Lubumbashi pour les deux Kassai et autres, Kisangani pour Nord-Sud Kivu et Kinshasa pour le reste. L'État concentrait les moyens, les investissements sur les pôles. Donc ce sont ces pôles-là qui sont développés. Les autres n'ont jamais été développés du tout. Comme ils ne sont pas développés, comme il n'y a pas de projet, comme on avait arianisé que toutes les unités de production étaient tombées, je crois que la mission des provinces, aujourd'hui, des autorités provinciales, devrait être de réactiver le tissu économique. Il y a très peu qui font quelque chose pour réactiver le tissu économique. Il y a très peu de provinces qui, par exemple, distribuent des terres pour permettre aux jeunes de travailler ou bien... Est-ce que dans leur tête, cette logique de l'État-providence, ce n'est pas ça qui domine encore l'esprit et qui pousse les uns les autres, certaines autorités provinciales, à rester là, bras croisés, regardant Kinshasa, faisant les yeux doux à Kinshasa, et Kinshasa qui n'a pas de moyens à remettre à ses provinces? Bon, la théorie de l'État-providence, donc tous ils sont vraiment dans les idées de la Deuxième République, la plupart. C'est dans les idées de la Deuxième République. On attend tout de Kinshasa. On est dans un système de décentralisation où les impulsions peuvent être envisagées au niveau des provinces et exécutées, mais ils attendent tout de Kinshasa. Ils attendent tout de Kinshasa. Je pense, à mon avis, qu'il faut redéfinir cette clé de répartition des ressources entre le pouvoir central et les provinces. Parce que même quand Kinshasa envoie l'argent dans les provinces, cet argent est confisqué par les autorités provinciales.
n'est même pas transféré dans les autres entités. Au territoire, par exemple, aux cités, aux villages, aux communes, aux villes, aux collectivités. Eux, ils ne reçoivent rien du tout. Donc la chaîne n'est pas lubrifiée. Non, la chaîne est cassée quelque part au niveau de la province. Et c'est pourquoi il y a des conflits. Dès que l'argent arrive, la plupart de ces gens ne sont pas préparés à gérer cet argent-là. Dès que ça arrive, on le met en poche. Hein. Alors que c'est prévu que ça soit géré par un comptable public. Donc les principes de gestion dans les entités sont exactement les mêmes qu'au niveau du pouvoir central. Il faut un comptable public, il faut des ordonnateurs, qui doivent répartir ça. Il faut des contrôles. Oui, bien sûr, c'est l'ordonnateur, c'est le gouverneur de province qui doit répartir. Mais ça doit se faire dans la transparence. Ça doit être exécuté par un comptable public. Les preuves de l'utilisation de l'argent doivent rester auprès du comptable public, de telle sorte que quand il y a contrôle, on puisse se rendre compte comment ça a été géré. Mais il y a des gens, on leur envoie 500 000 $, ils mettent dans leur poche. Vous allez pour contrôler, il n'y a rien. Donc je voulais dire que les provinces sont gérées par leurs autorités, parce qu'il y a le principe de liberté d'administration. Donc les provinces sont libres d'être gérées par leurs propres organes, sont libres d'avoir leur propre budget, de gérer leur propre budget, mais cette gestion se fait selon les principes prévus par la loi relative aux finances publiques. Et qu'on a du mal à appliquer certainement. Qu'on a du mal à appliquer. J'ai reçu sur ce même plateau un ancien député provincial du Kasaï occidental, oui, à l'époque, qui n'est pas parfois d'accord avec ceux qui disent que le Katanga est plus riche que le Kasaï, parce que selon lui, le Katanga est alimenté par les hommes d'affaires, les commerçants qui viennent des Kasaï oriental, qui viennent des Kasaï central, qui vont acheter leurs marchandises en dehors du pays, et l'entrée, c'est Kasumbalès certainement, et tout reste là-bas, et ça ne profite au Katanga. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de clarifier les choses sur ce point-là? Oui, ça dit que le pouvoir central aurait dû s'impliquer pour faire fonctionner cette décentralisation. Quand les marchandises du Kasaï entrent par Kasumbalesa, ces marchandises doivent être exonérées de payer les droits de douane à Kasumbalesa. Et ces marchandises doivent être dédouanées soit à Mweneditu ou soit à Kananga. Ne peuvent pas être dédouanées à Kasumbalesa. C'est prévu dans la loi douanière. Mais où les provinces peuvent envoyer leurs agents. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'une province envoie ses agents à Kasumbalesa. Mais c'est la loi douanière permet que ces marchandises-là entrent sur le territoire national libres sans être dédouanées, et qu'elles ne peuvent être dédouanées que dans les provinces de destination. Donc ça devrait être bien clarifié. Mais il y a beaucoup de barrages sur les routes, il faut payer ceci, il faut payer. Pour qu'une marchandise parte de Chikapa pour Kinshasa, combien de taxes on doit payer? Combien de fois on paye des taxes? Hein? Ce n'est pas possible. Donc le pouvoir central aurait dû s'impliquer, sanctionner les gens qui infligent des taxes. Parce que la liberté de circulation des marchandises aussi, elle est fondamentale sur les réseaux nationaux. Elle n'est pas garantie. La liberté d'entrée des marchandises des provinces enclavées n'est pas garantie. C'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher pour permettre un bon fonctionnement des choses. Un petit mot, professeur, on va terminer. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On parle code minier rapidement, notamment ce qui concerne les Kasaï oriental. Vous connaissez cette entreprise des Chinois, donc l'Assassim. L'État congolais a signé ces contrats depuis 2013. Et lorsque vous allez à Miabi, territoire de Miabi, 45 km de la ville de Mbujimaï, sur la mine de Chiboué, il n'y a rien. Pas d'école, pas de route, pas quoi que ce soit. On ne sent pas l'impact. Est-ce que l'État congolais laisse tout faire et attend peut-être que les ciels viennent résoudre ces problèmes? Oui, mais le code minier, je crois qu'il est prévu dans le code minier de payer la redevance minière. Cette redevance minière, je crois, de 2,5%, elle est partagée entre le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées.
Normalement, cette SACIM devrait payer la redevance minière. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il s'agit de ce type d'entreprise, c'est des gens vraiment qui tiennent leur comptabilité en chinois et qui parlent très peu. Quand vous les approchez, ils vous regardent, ils ne disent rien. Donc je crois que tout ça nécessite que l'État puisse s'impliquer pour que les choses puissent fonctionner. Que la redevance minière, qui est perçue là-bas, au Katanga et dans d'autres provinces, qui permet à ces entités-là de fonctionner, qu'elle soit perçue également dans le Kasaï oriental pour permettre quand même aux choses de tourner. Merci beaucoup, professeur. L'État doit s'impliquer, c'est votre dernier mot. C'était intéressant, les débats, oui, la décentralisation financière est là, c'est dans la Constitution, mais il y a toujours cet écart béant qu'il faudrait combler, professeur. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50 pour la suite de nos programmes. Au revoir.